Alors, pour aller un petit peu plus loin, maintenant qu'on a compris la complexité de notre problème, il nous faut un cadre explicatif. Donc on a la définition, un cadre explicatif pour comprendre comment ce sujet, donc l'élève, se débrouille avec les objets, c'est-à-dire le matériel et les objectifs que vous leur donnez pour avoir des résultats. Vous n'observez que ça. Un élève avec des objets, donc du matériel et des objectifs qui essayent d'avoir des résultats. C'est ce que vous voyez en classe, c'est ce que voit aussi un intervenant extérieur dans une classe et quand il observe un enseignant, hein, ou les autres élèves bien sûr, ou les élèves comme l'enseignant, mais quand il observe l'enseignant ou quand on observe un autre professionnel. Les études en psychologie, au début, dans la première moitié du XXe siècle, autour de Vygotsky, nous ont permis de montrer que, en fait, l'action n'était jamais directe. Elle est médiée, hein, il y a un intermédiaire qui sont les outils et les concepts utilisés par le sujet ou mis à disposition du sujet, donc de l'élève, pour agir sur les objets pour atteindre les objectifs. Ce sont des instruments qui sont à la disposition de la personne pour atteindre ses objectifs. Et c'est très pratique pour les formateurs, pour les enseignants, parce qu'on ne peut pas agir directement sur cette chaîne de base là, que j'ai dessinée en vert. Par contre, on peut agir directement sur les outils qui sont mis à la disposition de la personne pour atteindre ses résultats, pour atteindre ses objectifs. Et c'est là-dessus que l'on va travailler ensemble. Ça ne sert à rien de dire à un élève « concentre-toi mieux, fais plus attention, fais des efforts ». Par contre, c'est très utile de se dire quel genre de ressources je peux lui donner pour qu'il puisse produire les résultats qui sont attendus. Voilà ce que veut dire ce schéma. Hein, la théorie passe, j'essaie de la faire passer à la pratique. Hein, dans la pratique, c'est ça. Ça ne sert à rien que je m'épuise à lui dire « fais plus d'efforts ». Je peux le faire, ça, on verra dans une des sessions suivantes que ça peut être très contre-productif. Par contre, il est très utile que je lui dise « regarde, qu'est-ce que tu peux utiliser qui existe dans la classe et qui va t'aider à réussir ?» Donc le travail de l'enseignant change. Ça change un petit peu aussi ce que certains peuvent écrire dans le bulletin scolaire. Hein, certaines appréciations qui essayent d'agir directement sur cette chaîne d'action-là, qui est surlignée en vert, et dont on n'a jamais pu prouver que ça avait de l'efficacité. On ne peut pas agir directement sur elle. Là encore, hein, donc, même référence qui peut vous être utile. C'était la première génération, je vous ai dit, donc dans les années, donc ça date d'un peu moins d'un siècle. Hein. Aujourd'hui, on est allé plus loin. On est allé plus loin en se disant que cette chaîne d'action et ces outils, en fait, ils sont situés dans un contexte social. Ils sont situés dans un contexte social qui va les soutenir, qui va les rendre efficaces ou pas. Dans ce soubassement social, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le répertoire des actions possibles.
ce que les élèves savent faire ou non. Est-ce qu'ils savent chercher une information? Est-ce qu'ils savent travailler en équipe? Est-ce qu'ils savent s'auto-évaluer justement? Est-ce qu'ils ont des compétences en dehors de l'école, mais qui ne sont pas mobilisées dans le cadre de l'école, etc., etc. Si on fait le pan, puisqu'il y a des personnes ici qui sont plutôt du côté de l'encadrement, si on fait le parallèle avec le métier enseignant, parce que c'est un modèle qui est construit essentiellement pour les apprenants adultes, si on fait le parallèle avec le métier enseignant, on va dire quel est le répertoire des activités possibles des enseignants. Et donc c'est ce qu'on travaillera dans la session 2, autour de l'accompagnement scolaire. Est-ce qu'on sait faire travailler les élèves en groupe? Est-ce qu'on sait faire passer une consigne de manière claire, etc., etc. Deuxième élément, c'est la culture, l'orientation de la classe et de la communauté. Est-ce que dans cette classe, on a un sens du travail collectif en termes de coopération ou plutôt en termes de compétition? Est-ce que dans cette classe, on a des moyens pour savoir comment se concentrer? Il y a des tas de recherches actuellement, et puis des actions dans les classes, parce que la recherche est arrivée à peu près à avoir des résultats corrects. Mais il y a des actions dans les classes, on peut trouver ça sur Internet, autour de comment apprendre à se concentrer. Dès l'école primaire, dès le cycle 2. Est-ce qu'il y a une culture de soutien mutuel? Est-ce qu'il y a une culture du goût de l'échange? Est-ce qu'il y a une culture de la prise de risque? Ou à l'inverse, est-ce que celui qui prend des risques, s'il n'est pas bon élève, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu me fais là? Et dans ce cas-là, il vaut mieux pas prendre de risques, etc., etc. Et ça joue sur la chaîne d'action au-dessus. La chaîne d'action, c'est ce que vous ne contrôlez pas. Vous voulez que tous les élèves arrivent jusqu'au résultat, mais vous ne savez pas trop comment ça marche. Là, je suis en train de vous dire que ça marche avec les outils, et ça marche aussi avec la culture de classe que l'on met en place. Avec l'outillage de chaque élève au niveau de son répertoire d'action possible, avec la culture du groupe classe. Si on fait le parallèle avec les enseignants, c'est la même chose. Quelle est la culture de l'équipe enseignante? De quoi on parle en priorité? Qu'est-ce qui se passe dans la salle des profs? Tiens. Est-ce qu'on parle essentiellement des incartades des élèves, pour parler vraiment soft? Ou est-ce qu'on parle du contenu? Dans les équipes avec qui nous avons travaillé dans EvaCodis, c'est ce qu'ils nous ont dit à la fin de la première année. Ils nous ont dit, mais c'est incroyable. Avant, on ne parlait que du comportement des élèves quand on se retrouvait pour boire un café en vitesse à la pause. Et maintenant, on parle du contenu. Et c'est vraiment intéressant parce que notre métier, c'est plutôt le contenu. Donc, quelle est la culture de la communauté? Quelle est la culture du groupe classe? Et on verra comment l'évaluation joue sur cette culture du groupe classe. Et puis enfin, quelle est l'organisation du travail personnel, du travail collectif? Est-ce que les devoirs sont prévus à l'avance, par exemple, ce qui permet d'anticiper, ou est-ce qu'ils tombent comme ça aléatoirement et que de toute façon le travail est mal organisé? Si le travail est mal organisé, ça veut dire que l'élève, on remonte à la chaîne verte, comprend mal les objectifs, les objets, donc les résultats sont aléatoires. Vous voyez comment ce système fonctionne, et comment ce que vous faites, ce que vous pouvez faire dans cette zone jaune en bas, va avoir des répercussions sur cette zone verte, sur cette chaîne d'action verte, qui est la seule que vous visiez et que vous puissiez observer. Tout le reste, ce sont des leviers. Mais ces leviers sont extrêmement importants. Est-ce que dans la classe, on passe du temps à parler,
à organiser le travail, ou est-ce qu'on travaille vraiment? Est-ce qu'il y a beaucoup d'implicite, ou est-ce qu'au contraire c'est explicite? Donc vous voyez que là, aujourd'hui, je pose des balises, on voit que ça va être le thème de la session 2, de travailler sur cette organisation-là. Au niveau des enseignants, c'est la même chose. Comment est organisé l'établissement, comment est organisée la circonscription, comment est organisée l'équipe de classe, l'équipe de cycle, etc., etc. Et tout ça est extrêmement important. Le fait d'avoir mis volontairement des personnes responsables d'un cycle, par exemple, que je vous ai rencontré tout à l'heure, ce que vous expliquiez, ça participe de l'organisation du travail. Certains peuvent dire, mais pourquoi est-ce qu'on rajoute encore cette personne-là? Alors qu'on voit bien que ça participe de la cohérence du travail, et donc que ça aide les enseignants à faire en sorte que cette chaîne d'action verte, sujet, objet, résultat, soit plus efficace. Et ça, encore une fois, c'est des leviers sur lesquels vous pouvez agir. Comment j'organise le travail dans la classe? Quel climat j'essaye d'installer? Quel est le répertoire d'action des élèves? Alors on verra que vous n'avez pas tous les moyens, mais vous le savez. Vous n'avez pas tous les moyens parce que les élèves sont là, c'est interactif. C'est-à-dire que le sujet, il interagit dans le système et la manière dont il est peut faire en sorte que le climat de la classe soit plus difficile, que l'organisation soit perturbée, que le répertoire d'action il est bien faible, etc. etc. Bien évidemment, ce n'est pas une causalité directe, toutes les flèches sont en double sens. Toutes les flèches sont en double sens. Je reprends la même idée pour bien vous faire comprendre, parce que ça va être la base de notre travail pendant les 3 séances. Je reprends la même idée avec un schéma qui est plus didactique. C'est-à-dire que si on a